Et bonsoir tout le monde, bonsoir Alice, bonsoir Mathis. Et bonsoir. Vous allez bien? Ça va super et toi? Ouais, ça va super, super. Ravi, très content d'être avec vous ce soir, très heureux d'accueillir Alice parmi nous. Alice, ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Bah, super contente aussi de participer. C'est super de pouvoir parler de mes travaux lors de ce genre d'événement. Ça diversifie. Ouais, exactement, c'est super. Merci beaucoup Mathis pour la mise en relation et pour l'idée du live. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, on va juste faire un petit test micro et son, s'assurer que tout est OK. Alors, je sais qu'on a un petit décalage entre le moment où nous on parle et où vous recevez l'image. Donc, pour être sûr, si vous pouvez nous dire que tout est OK dans le chat, ça serait top. Je crois qu'on a Patrick Charles Lambert avec nous ce soir. Salut Samuel. Salut. Paul Armand avec nous aussi. Vous êtes nombreux ce soir à être très intéressés par le sujet, donc ça promet d'être super intéressant. Voilà, juste un petit retour si tout est OK niveau son, image et micro. Jean-Pierre me dit que c'est OK, donc c'est super. Parfait. Top. Génial. Donc, on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, moi, je ne vais pas beaucoup parler pour une fois. Je vais surtout laisser parler Mathis et Alice. Je vais me mettre un peu en retrait car c'est eux les stars. Enfin, c'est surtout Alice, la star de mais juste deux petits mots et après on pourra entendre du sujet. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un sujet super intéressant et un sujet plus que d'actualité qui est l'IA générative et dans un contexte très particulier qu'Alice nous présentera sur les défis pour l'animation des agents virtuels. Donc juste pour rappel, hein, ce live il s'inscrit dans un circuit de live dédié au mois de la data qu'on mène avec Mathis depuis mi-novembre. Donc, c'est l'avant-dernier live qu'on vous présente aujourd'hui avec notre grande chance d'avoir Alice présente avec nous ce soir. On fera un autre live avec Mathis la semaine prochaine, aussi sur de l'IA un peu moins sérieux, un peu plus décalé, vous verrez, je ne vous tease pas trop. Mais voilà, donc pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, moi je m'appelle Enzo Rido, je suis Practice Leader Data chez Clanic. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Clanic non plus, on est une ESN marseillaise qui a maintenant 12 ans. On a fait nos 12 ans il y a quelques jours d'ailleurs. On est basé voilà, dans le monde entier, principalement en France, vous en doutez. Et moi, du coup, je suis en charge de toute l'expertise autour de la data. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin dans ma présentation. Le but, ce n'est pas que je fasse toute ma biographie. Je laisse Mathis se présenter, puis Alice clôturera les présentations et on pourra démarrer. Yes, bah écoute, ouais, pareil, je vais pas faire trop long. Donc, Mathis Allier, 27 ans. Je suis consultant en business intelligence pour la practice data, donc avec Enzo. Et moi, j'interviens principalement sur la BI, donc tout le cycle de vie d'un projet de business intelligence, donc la partie ETL, data warehouse, data mart s'il y a besoin, et aussi du reporting, notamment avec du Power BI. Voilà. Wow. Ok, et Alice, du coup, on te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Alice, 27 ans, puisqu'a priori, il faut dire les âges. Du coup, je suis en thèse. J'ai commencé cette année, en janvier. Je suis en thèse CIFRE. Donc, une thèse CIFRE, ça a la particularité d'être financée par une entreprise. Je travaille avec l'entreprise Davi. Donc, cette entreprise, elle crée des humains digitaux qui vont être capables d'empathie et d'adaptation aux réactions notamment émotionnelles de l'utilisateur humain. Donc, c'est pour ça que j'ai un sujet qui est très lié à leur domaine. Et je travaille aussi avec le labo de Marseille et un labo à Paris. Donc, je suis basée essentiellement sur Lumini.
Et j'ai fait un master, un premier master avec Mathis, d'où les C'est vrai. La partie un peu storytelling, ouais, c'est vrai qu'on a fait notre licence 3 et master 2 MIA du coup ensemble. On a appris nos compétences informatiques initiales. On peut dire ça. Ouais. Tu n'as pas pris le même chemin après, toi tu as décidé de continuer, moi je me suis orienté directement sur le côté pro, mais en tout cas c'est vraiment cool qu'on se retrouve ici devant un live, c'est assez drôle aussi. Ouais, carrément, une belle histoire, une belle histoire. Super. Ben écoute, Alice, la scène est à toi. Je pense que c'est un sujet qui est clairement d'actualité. Ça va faire du bien d'avoir des gens qui vont parler, qui savent de quoi ils parlent, surtout avec tous les buzzwords qu'on a autour de l'IA et tout le bullshit qu'on peut avoir. C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Donc, petit disclaimer, Mathis et moi, on n'est pas du tout experts sur l'IA. On adore la data, mais niveau expertise IA, ben, faut reconnaître nos compétences. On ne maîtrise pas le domaine. Hein. On s'intéresse comme tout le monde. Donc, je pense que c'est bien d'avoir voilà, ton retour à ce sujet. Voilà. Ouais, bah, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible. Yes. Donc, je suis là pour parler d'IA générative, mais plus précisément d'IA générative appliquée aux agents virtuels. Puisqu'il faut savoir que l'IA, c'est un champ super vaste, donc c'est impossible d'être spécialiste de tous les champs de l'IA. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par parler d'IA générative en citant quelques dates clés pour un petit peu recontextualiser l'apparition de l'IA générative et donner quelques exemples d'utilisation pour qu'on soit tous à peu près sur la même longueur d'onde sur le sujet. Et puis ensuite de rentrer un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est des agents virtuels, dans quel domaine ils sont utilisés, pourquoi on l'utilise, donc les avantages, les inconvénients, et comment on fait surtout, donc moi je parle d'agents virtuels, mais on peut aussi parler de personnages virtuels, comment on fait en fait pour animer ces personnages virtuels, donc comment on le fait actuellement, et comment on voudrait le faire avec l'IA générative, donc ça c'est vraiment le cœur de mon sujet. Donc quand on va parler d'animation, on parle aussi de comportement non verbal, donc on va un peu parler de pourquoi c'est important en fait de bien animer ces personnages, pourquoi il est important ce comportement non verbal, et puis finalement comment on utilise l'IA générative pour les animer, en sachant que bien évidemment si je fais une thèse sur le sujet, c'est que c'est un travail en cours, donc je vais un petit peu vous parler de qu'est-ce qu'on met en place, des défis qui sont toujours à relever et des perspectives à venir. Super. Donc un petit peu pour contextualiser, je vais peut-être pas faire tous les points, mais il faut savoir que l'IA, surtout l'IA générative, en fait, ça va se baser sur ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est vraiment mis en valeur, on va dire, dans les années 2000, mais ça se base sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc c'est un type d'architecture qui est basé sur le cerveau humain. Et ça a été inventé dans les années 1980. Sauf que dans les années 80, on n'avait pas la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner ces réseaux de neurones. Et donc, c'est vraiment dans les années 2000 que le deep learning a pris de l'ampleur. Et c'est par exemple en 2014 qu'on a vraiment les premières IA génératives qui ont été utilisées, en tout cas avec ce qu'on appelle les GAN. Donc c'est un type d'IA générative parce que bien sûr, en fait, il y a plusieurs types d'architecture. Et pour un petit peu recontextualiser le domaine de l'IA, le premier GPT, il est sorti en 2018. Donc moi, je ne vais pas vous parler de ChatGPT, etc., parce que là, c'est de l'IA générative, mais pour le texte, donc c'est pas ma spécialisation. Mais voilà, c'était un peu pour recontextualiser les différents points de l'IA et de l'IA générative. Yes. C'est vrai que moi je me rappelle quand j'ai lu la slide, bon je vais revenir sur le premier, Alan Turing, je m'étais dit mais attends, mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et je vois 1950 et en fait on parle peut-être pas forcément de la machine, mais plus de son test du coup. Ouais, ben en fait le test de Turing c'est quelque chose qui est très connu dans le domaine de l'IA parce que c'est un test en fait qui va permettre de déterminer si en face de nous, on a une machine ou on a un humain. Donc en fait, c'est un peu une référence, entre guillemets, dans le domaine de l'IA, en sachant que c'est un test qui est quand même assez compliqué à mettre en œuvre, parce que par exemple, ChatGPT, il n'arrive pas à le passer, ce test, puisque ChatGPT, il dit carrément que c'est une machine et pas un humain. Ah oui, il se considère comme une intelligence artificielle, justement, c'est ça. Il n'est pas créé pour ressembler totalement à un humain.
Mais voilà, c'est quand même un test qui est assez connu, puisque dès qu'on arrive à avoir une intelligence assez avancée en intelligence artificielle, on essaye de voir si potentiellement ça pourrait passer le test de Turing. Mais c'est vraiment des questions banales, et ça se base même pas forcément sur le plus haut niveau d'intelligence, parce que finalement, en fait, un humain, il va forcément faire des erreurs à un moment donné, et donc en fait, c'est un test qui vraiment se base sur la ressemblance avec l'être humain. Ok, d'accord. Super. Voilà, et du coup, pour recentrer un peu sur l'IA générative, parce que donc j'ai parlé un petit peu de ChatGPT, je pense que c'est vraiment la tendance actuelle, et quand on parle d'IA générative, tout le monde parle de ChatGPT. L'IA générative, en fait, ça sert à créer des nouveaux contenus, donc comme du texte, mais en fait, ça peut créer toutes sortes de données. Donc ça va pouvoir créer des images comme DALL-E. Donc là, le petit robot qui peint, ça a été généré avec DALL-E. Donc juste en lui donnant une instruction de texte, ça génère une image. Ça peut générer du code, donc avec GitHub Copilot par exemple. Et bien évidemment, il y a plein d'IA génératives qui sont créées tout le temps, qui ne sont pas forcément mises à disposition du grand public, comme les IA pour animer des agents virtuels. Et c'est de ça que je voulais parler. C'est le sujet, du coup. Donc finalement, un agent virtuel, donc je vous ai un peu dit, on pouvait dire agent virtuel, personnage virtuel. On parle aussi d'agent conversationnel incarné, puisque ça va vraiment être différent des chatbots. Là où les chatbots, ils ont vraiment que la partie textuelle pour échanger avec l'utilisateur. Là, l'objectif, c'est vraiment que l'agent soit incarné, donc ait une forme. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, les 3 agents sur l'écran. Donc, on voit celui de Meta, donc ex-Facebook, enfin, nouveau Facebook. Donc là, au milieu, on a un agent de Davi, donc l'entreprise avec laquelle je travaille, et un autre agent qui s'appelle Greta. Donc vraiment, le but, ça va être l'incarnation de ces agents et toujours la communication, donc autant par le moyen verbal que les moyens non verbaux. Et donc quand on va parler de non verbal, ça va être les attitudes, les gestes, les expressions faciales. Donc voilà, quand je parle d'agents virtuels, c'est de ça que je veux parler. Et donc ces agents virtuels, on va pouvoir les retrouver dans plein d'applications différentes. Donc par exemple des applications de dialogue avec un utilisateur, où l'agent virtuel va pouvoir jouer le rôle d'un formateur ou d'un coach, ou tout simplement en fait comme personnage non joueur dans des jeux vidéo, ou comme agent dans le métaverse. Enfin, voilà, il y a vraiment plein d'applications différentes. Donc mes travaux, ils ont une certaine destination, mais en fait, ça peut être appliqué à plein de choses. Le fait d'animer ces personnages, puisque ça peut être utilisé en réalité virtuelle, sur un écran d'ordinateur, sur un téléphone. On n'y est pas vraiment encore, mais en tant qu'hologramme. Oui, c'est vrai. Encore que ça avance bien la recherche sur ce Ouais, sujet. ça avance pas trop mal. Ok. Et ouais, du coup, il y a aussi la partie pour les agents virtuels, c'est l'interaction aussi avec l'humain. Parce que tu vois, typiquement dans un jeu vidéo, c'est vrai que l'interaction avec un agent virtuel, c'est un peu programmé entre guillemets, tu vois. Mais c'est vrai que l'interaction, c'est ça aussi qui est important, tu vois, de se baser justement sur l'échange au final. Ouais, bah clairement, c'est le but des travaux existants sur la génération des comportements, l'animation. C'est à la fois de les générer selon ce que les agents ils veulent dire, donc que les mouvements qu'ils font soient coordonnés avec le discours qu'ils sont en train de dire, mais aussi que les mouvements qu'ils font soient coordonnés avec l'utilisateur qui est en face d'eux, donc qu'ils aient les bonnes réactions, qu'ils arrivent à prendre les bons tours de parole, qu'ils arrivent à donner des feedbacks à l'utilisateur. Enfin voilà, c'est vraiment un champ qui est super large. Donc comme vous le verrez, moi là j'en suis vraiment au stade de génération des comportements les plus crédibles possibles pendant qu'ils sont en train de parler, mais en fait il y a énormément de travaux sur le sujet et énormément de perspectives à venir. Ah bah, j'imagine. Ouais. Et oui, tu as raison, l'interaction c'est vraiment un énorme C'est un point crucial, ouais, c'est un point hyper crucial. Ouais. partie de ces travaux. Donc là, je voulais juste vous donner un petit exemple d'utilisation d'un agent virtuel. Donc là, c'est par exemple donc 2 exemples de Davi. Donc le premier, ça va être un agent virtuel qui est utilisé comme formateur pour former les internes à l'annonce des mauvaises nouvelles. Donc en fait, l'agent virtuel va prendre le rôle d'un patient
et va simuler un patient. Et en fait, l'étudiant en médecine va essayer, avec son agent virtuel, plusieurs simulations pour voir en fait comment réagit l'agent en face de lui. Donc là, on se rend compte que vraiment, il faut que les comportements de l'agent ils soient super réalistes pour que le médecin il puisse d'abord s'entraîner puis l'appliquer dans la vraie vie. Ok, d'accord. Donc là, c'est un système d'apprentissage, au final. Ouais, l'agent, il joue vraiment le rôle de formateur. Et donc, comme on va le voir, en fait, pour l'instant, c'est des choses qui sont assez lourdes à mettre en œuvre, puisqu'il faut, je vais en parler plus tard, mais tout coder presque de bout en bout, en fait. Et le but, en fait, c'est d'utiliser l'IA pour un petit peu simplifier ces applications et pouvoir les utiliser à plus grande échelle. Ouais, carrément. Ok. Et moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, Alice. Comment vous déterminez justement les bonnes réponses à. Enfin, c'est pas vous qui déterminez les bonnes réponses, le bon comportement à avoir. Je crois que vous êtes aussi accompagné de psychologues, de personnes qui sont spécialisées dans le domaine, peut-être, pour justement structurer vraiment une IA qui est cohérente ou pas? Ouais, en fait, donc là, actuellement, je crois que c'est un peu plus loin dans les diapos, mais actuellement, en fait, les gens qui vont créer donc ce qu'on appelle les règles, donc quand est-ce qu'un comportement est mis en œuvre en fonction de ce que l'agent dit, etc., ça va être en fait des experts, donc soit des experts du domaine, soit donc en linguistique, en comportement. Donc effectivement, si on est dans le domaine des médicales, on va beaucoup travailler avec des hôpitaux, voilà, donc vraiment les experts du domaine. Et l'objectif, justement, en fait, ça va être d'alléger tout ça et de passer par l'IA pour que l'IA apprenne, entre guillemets, seule les comportements qu'elle va générer. Donc pour ça, on va le voir, il va falloir énormément de données, énormément de bons comportements, d'exemples de comportements. Mais l'objectif, justement, c'est de ne pas avoir à passer par ces experts qui vont devoir vraiment au détail près créer l'animation qu'on veut faire jouer à l'agent virtuel. Ok. Ok, top. Donc là, c'était juste pour vous donner un second exemple. Donc globalement, l'idée est la même, mais c'était juste pour vous montrer qu'il y avait plein de cas d'usage différents. Donc là, c'est le cas d'un agent virtuel qui va conseiller et renseigner les touristes. Donc c'est une borne qui peut être mise, par exemple, à l'entrée de l'Office du tourisme. Ouais, carrément. Et du coup, ça marche avec la voix, tu dois rentrer peut-être des questions, des trucs comme ça, c'est des trucs prédéfinis peut-être? Ouais, en fait, selon les paramétrages qui sont mis dans l'application, c'est soit avec la voix, soit avec les entrées textuelles. Ok, d'accord. Donc ça dépend aussi un peu de l'environnement, puisque selon si l'environnement est super bruyant, forcément avec la voix, ça va peut-être un petit peu moins marcher et il vaut mieux rester sur du textuel. Mais les deux sont possibles. Ok, d'accord. Trop bien. Donc là, on a un peu commencé à en parler, mais je voulais un peu vous parler de qu'est-ce qui existe le plus aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément toutes les applications des agents virtuels. Il y en a certaines qui commencent à être basées un petit peu sur de l'IA générative. Mais globalement, c'est des systèmes à base de règles qui vont générer les animations des personnages virtuels. Donc, en sachant que les systèmes à base de règles, ça fait partie d'une branche de l'IA. Je tiens juste à le préciser, mais c'est pas du tout de l'IA générative. Donc là, en fait, c'est juste à partir donc pour simplifier, sans rentrer dans le cadre des interactions, donc on oublie un petit peu l'utilisateur, on veut juste que l'agent virtuel bouge de façon coordonnée et de façon crédible avec ce qu'il est en train de dire. On va prendre ce qu'il est en train de dire, donc soit le texte, soit l'audio. On va chercher, en fait, ok, donc là, mon agent virtuel, il m'a dit bonjour, donc je cherche dans ma base de règles. Je vois qu'il y a une règle où quand il dit bonjour, en fait, c'est associé à un comportement de secouer la main. Donc, c'est ça que va faire mon agent quand il va parler, le mouvement qu'il va exécuter. Okay. Donc, ça, c'est un peu ce qui existe actuellement et qui est relativement lourd à mettre en place. Les comportements, ils sont relativement limités puisque c'est une base de comportement. Donc, on n'a qu'un certain nombre de comportements et on ne pourra pas aller au-delà. Donc, quand je dis comportement, c'est tous les mouvements, donc toutes les expressions faciales, tous les gestes, etc. Ouais. Et surtout, c'est pas super naturel puisque ça va être un comportement, puis l'enchaînement d'un autre comportement, puis l'enchaînement d'un comportement. Ça, faut que ce soit fluide en fait. Ouais. Faut pas qu'il y ait des pauses, que ça marque des pauses justement. Ouais, exactement. Ça manque de fluidité, ça manque, et c'est pour ça en fait qu'on va plus aller vers les solutions IA génératives. Donc après, quand même, il faut savoir que pour l'instant, ces solutions,
c'est celles qui sont plus utilisées, contrairement aux IA génératives, parce qu'il y a quand même des modèles qui commencent à exister, mais en fait, il y a une grande efficacité de communication, parce que comme je l'ai dit, par exemple, quand la personne dit bonjour, ça nous permet de faire secouer la main à l'agent. Et ça, en fait, bizarrement, en IA générative, c'est super compliqué à mettre en œuvre, alors qu'en IA générative, on arrive à avoir des comportements qui sont assez naturels, par exemple avec le rythme, la tête qui bouge sur le rythme, mais tout ce qui est... Il y a une complexité qui est un peu plus dure, quoi. Ouais, tout ce qui est sémantique, et parce qu'il faut énormément d'exemples, en fait, pour... D'accord. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, Après, si tu dis juste un bonjour, au final, il attend peut-être quelque chose derrière, il va juste faire un mouvement, mais après ça va s'arrêter là, quoi. Faut peut-être que justement il y a un truc de fil en aiguille, peut-être qu'avec une base de règles, une base de comportement, peut-être que ça suit pas assez. C'est ça, en fait, que c'est... Ouais, c'est ça. Alors, donc les systèmes à base de règles, voilà, c'est effectivement, il n'y a pas énormément de fluidité, c'est très répétitif, donc ça, c'est les problèmes. Et après, à côté, il y a générative, on va en parler après, mais du coup, pour reproduire ces mêmes comportements, donc de bouger la main quand on dit bonjour, ça demande énormément d'exemples d'apprentissage, puisque les IA, en fait, pour apprendre, elles se basent sur des exemples. Ouais. Donc, en fait, ça demande énormément d'exemples où tu as des gens qui sont filmés de façon super nette et qui disent vraiment bonjour et qui font le geste en disant bonjour. Sauf que les comportements humains, ils sont super diversifiés et du coup, en fait, les IA, elles ont un peu du mal à prendre des moyennes entre tous les comportements humains. D'accord. Mais ça, on en parlera un peu plus tard quand on verra comment on fait... Alice, on a une question intéressante, je trouve, et qui est en plein dans le sujet de Patrick Charme, qui demande est-ce que pour une même phrase, mais avec 2 intonations différentes, l'IA aura une réponse différente? Ouais. Alors ça dépend de comment on va coder notre IA, parce qu'en fait, pour les IA génératives, on va pouvoir prendre que le texte en entrée, ou que l'audio, ou les deux, et d'autres éléments. Donc effectivement, si on prend l'audio en entrée, pour 2 intonations différentes, oui, l'objectif, c'est qu'il y ait 2 réponses différentes. Et j'ai même envie de dire, l'objectif, c'est que pour 2 intonations identiques, il y ait des réponses différentes. Que les mouvements, ils soient pas toujours répétitifs, ils soient toujours différents, parce que finalement, l'humain, en fait, il n'arrive jamais... Enfin, en tout cas, c'est pas son objectif de faire exactement les mêmes mouvements, même si je suis en train de dire la même chose. Et comme notre but, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible du comportement humain, en fait, finalement... Voilà, donc l'objectif, effectivement, pour 2 intonations différentes, par exemple, pour une attitude de personne en colère ou une attitude de personne triste, les intonations vont être différentes. L'objectif, ce serait vraiment que les modèles arrivent à créer des comportements en colère, des comportements tristes. Donc ça, c'est en cours, on commence à avoir des résultats. Mais en plus que pour 2 comportements en colère, pour la même prosodie, la même phrase, il y a quand même des comportements un petit peu différents, quoi, pour diversifier et pour vraiment, en fait, arriver à aller au-delà des comportements limités des systèmes à base de règles. Okay. Super, merci beaucoup pour la réponse. Je pense que Patchat a eu une belle réponse d'Alice pour le coup. Je peux avancer du coup, Alice, sur la prochaine slide ou pas? Ouais. Allez, super. Donc là, c'était juste pour finir sur les systèmes à base de règles, mais on en a un peu parlé déjà, en fait. C'est que c'est assez chronophage, assez long à mettre en œuvre, puisqu'il va falloir la créer, la base de comportement qu'on veut pouvoir faire jouer par l'agent. Donc, en fait, il va falloir soit des experts en animation qui vont créer vraiment sur des logiciels l'animation. Donc, par exemple, je reprends mon exemple de « je secoue la main », créer vraiment ce mouvement de « bonjour ». Ou les enregistrer en motion capture, donc en capture de mouvement, puis les faire passer dans un logiciel 3D pour reconstituer les mouvements. Et donc tout ça en association avec, comme on l'a dit tout à l'heure, des experts du domaine, des experts en linguistique, en comportement. C'est assez lourd à mettre en œuvre et surtout, on a une base limitée de comportement à la fin quand même. Ok. Donc finalement, ces agents virtuels, donc ils ont plein d'avantages. Donc après, je ne suis pas forcément là pour parler de ça, mais on va pouvoir les utiliser dans plein de domaines différents, y accéder rapidement, et surtout, en fait, ça va favoriser
le fait d'utiliser un agent virtuel plutôt qu'un chatbot, par exemple, l'engagement et l'immersion de l'utilisateur. Mais étant donné que pour l'instant, on est un petit peu que sur des systèmes à base de règles, ils vont manquer de naturel, ils vont manquer de crédibilité. Donc finalement, ça va un petit peu contrer l'immersion et l'engagement qu'on cherchait au début. C'est pour ça qu'on essaie de générer des systèmes à base d'IA générative. Des à partir d'IA générative. Justement, ce manque de naturel et de crédibilité. Yes. Ouais. Et donc en fait, et bien évidemment, il y a plein de limites différentes qui peuvent être abordées de plein de manières différentes. Mais voilà, moi, dans ma thèse, je vais vraiment me concentrer sur le manque naturel et le manque de crédibilité. Ok, top. On va peut-être pouvoir passer à la suivante, du coup. Et du coup, pour ce manque de naturel et ce manque de crédibilité, c'est pareil, ça peut être abordé sous plein d'angles différents, puisque quand on va parler d'agent virtuel, étant donné que l'agent, il est incarné, le naturel et la crédibilité, on va pouvoir l'aborder avec l'apparence de l'agent, avec la voix de l'agent. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'intonations différentes. Donc, finalement, comment on va moduler la voix pour que ce soit le plus crédible possible pour les utilisateurs. Avec le comportement verbal, donc qu'est-ce que l'agent va dire. Donc là, finalement, on s'approche un petit peu du test de Turing, parce que comment est-ce que l'agent il va paraître le plus humain possible. Mais aussi, et surtout, du coup, dans mon cadre, avec le comportement non verbal. Donc c'est vraiment... on va se concentrer, enfin je me concentre, moi, sur le naturel et la crédibilité, sur le comportement non verbal des agents virtuels. Ok, trop bien. On a une question de Jean-Pierre qui demande s'il est possible de générer de nouvelles règles par apprentissage. Oui, bien sûr. Et alors, en fait, dans l'IA générative, il y a vraiment plein de modèles différents. Du coup, moi, c'est pas ce que je fais actuellement. Mais il y a à la fois, donc c'est possible de générer des règles, c'est possible de faire des systèmes de graphes, c'est possible de générer directement la vidéo et de ne pas passer, parce que, donc ça, j'en ai pas encore parlé, mais moi, quand je vais générer les coordonnées en fait de l'agent, et ensuite il va bouger selon les coordonnées que je lui transmets. On peut directement générer les vidéos. Alors après, générer une nouvelle règle par apprentissage, je pense que ce qui est beaucoup en train d'être exploré surtout, c'est le fait de mêler l'apprentissage et les règles. Donc en fait, finalement, générer un comportement, puis selon quelques règles prédéfinies donc, par les experts, donc peut-être celles qu'on avait à la base dans nos systèmes de règles, moduler en fait ce que sort le système d'apprentissage selon quelques-unes des règles. Donc, par exemple, je génère un comportement qui est plutôt basique et je mets une règle qui va moduler les expressions faciales selon si je veux qu'ils soient en colère, triste, etc. Mais en soi, en fait, l'IA générative, on peut générer absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de limite. Ce qui va beaucoup bloquer, c'est les données d'apprentissage. Mais en fait... Donc ça, c'est les jeux de données. Et du coup, c'est quoi? C'est dû à la quantité, peut-être? C'est parce que c'est encore nouveau, peut-être l'IA générative? Il n'y a peut-être pas eu encore assez de tests. Ouais, alors en fait, si tu peux passer à la diapo suivante, en fait, comme ça, je parle de ça. Ah non, c'est pas celle-là. Mince, bon, c'est pas grave, j'en parle sans la diapo. Ouais, bon, du coup, alors les données, en fait, ce qui est problématique, ça va surtout être la récolte des données. Et donc, tu as parlé de la quantité. Alors oui, la quantité, c'est important. Donc, quand on voit, par exemple, ChatGPT, c'est entraîné sur des millions et des millions et des millions de phrases. Mais il n'y a pas que ça. On se rend compte, et ça, on s'en rend compte depuis pas longtemps, depuis les dernières années, en fait, que la qualité des données est super importante. Et un des derniers travaux que j'ai fait là, ces derniers mois, c'est de montrer que le modèle que j'utilise, le modèle que j'ai créé, j'ai pris 3 heures de données pour l'entraîner. Donc moi, quand je parle de données pour mes modèles, je fais une petite aparté, moi, quand je parle de données pour mes modèles, ça va être finalement des vidéos d'humains qui sont en train de parler et de bouger. Puisque ce que je veux, en fait, c'est apprendre à mon modèle à générer les comportements à partir de ce que la personne est en train de dire. Donc, juste avec des vidéos, en fait, je prends ce que la personne est en train de dire, j'extrais les comportements qu'il est en train d'effectuer, je donne ça à mon modèle qui va du coup apprendre à lier ce qu'il est en train de dire au comportement. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que je constitue mes données. Donc, pour récolter des données, en fait, c'est super compliqué parce qu'il
il faut avoir des vidéos de plein de gens, enfin plein de gens ou une seule personne, en tout cas, il faut avoir plein de vidéos de quelqu'un qui est en train de parler et en train de bouger, mais il faut que ces vidéos-là, elles soient claires, qu'on puisse extraire les comportements. Pour les expressions faciales, que la personne, elle garde sa tête en face de l'écran, qu'elle ne cache pas sa tête à un moment donné. Si je me tourne totalement, en fait, je perds qu'elle la lève, ouais. donc en fait, c'est assez dur de constituer ces jeux de données. Donc soit c'est des vidéos, soit c'est de la motion capture, mais donc la motion capture encore plus compliquée parce qu'il faut énormément de matériel, il faut engager des gens, enfin c'est encore plus compliqué à effectuer. Et donc comme je disais, voilà, il y a aussi cet aspect qualité. On peut pas juste prendre des vidéos sur YouTube malheureusement et les récupérer pour générer, parce qu'en fait le modèle, il faut qu'il apprenne sur des données propres, parce que si les données sont pas propres en entrée, forcément, ce qui va générer sera pas propre en sortie et ça va pas ressembler. Et quand tu dis justement ton jeu de données, c'est des vidéos, comment tu fais pour extraire du coup? C'est justement les comportements, tu vois, pour définir les comportements, comment toi tu arrives à extraire ces données-là? Ouais, alors en fait, donc moi je travaille à partir de vidéos, pas de motion capture. Ok. Et donc là, en fait, on utilise des outils que d'autres chercheurs dans le domaine de l'IA ont créés. Donc en fait, c'est 2 outils qui s'appellent, donc pour ma part, OpenFace. Ça va servir, donc on donne une vidéo en entrée et ça va extraire donc les caractéristiques de mouvement en sortie. Donc moi, je travaille avec les expressions faciales, avec les mouvements de tête et avec le regard, donc la direction du regard. Donc ça, voilà, c'est un outil, je lui donne ma vidéo et il va me donner en sortie toutes ces coordonnées de comportement. Et un peu de façon similaire, on a par exemple OpenSmile. Donc tu lui donnes l'audio et il va te sortir en fait plein de caractéristiques audio, donc par exemple la fréquence fondamentale et des choses comme ça. Et c'est ça que je vais donner à mon modèle en fait. Ok, d'accord. Ok, top. Super. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a dit. C'était juste pour vous montrer que voilà, je récoltais des données. Donc là, j'ai mis des petites vignettes des vidéos, par exemple, que j'utilise. J'extrais des caractéristiques sur le discours et sur les comportements, donc avec les 2 outils dont on a parlé. Ensuite, je vais prendre un modèle d'IA générative. Donc, je vais créer un modèle d'IA générative. Donc ça, je pense qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il y a plein d'architectures possibles. Et donc ça, bien évidemment, ça va influer sur les performances. Le modèle d'IA, il va apprendre. Une fois qu'il a appris, en fait, quand je vais l'utiliser, je vais lui donner en entrée mes caractéristiques audio. Il va me sortir mes caractéristiques de comportement. Donc, je vais lui donner, par exemple, la fréquence fondamentale. Il va me sortir les mouvements de tête, etc. Et ça, je vais le donner à un logiciel de visualisation. Donc là, par exemple, j'utilise le logiciel Greta. Donc, on peut voir le petit personnage qui bouge. Donc là, vraiment, je lui ai donné pour plein de pas de temps tous les comportements qu'il devait faire et il bouge. Ouais, en plus justement, là on voit que c'est entre guillemets plutôt fluide. Tu vois, elle bouge un peu la tête, elle bouge en même temps la bouche, elle s'arrête pas trop, il n'y a pas trop de pause. Et ok, c'est top en vrai. Et du coup, comment t'arrives genre à représenter tout ça, genre tu sais, le discours avec un comportement, tu vois, genre je peux avoir un discours qui est très, tu vois, genre très visuel, où je vais bouger beaucoup, mais avoir une voix qui est plutôt genre tonique, qui va pas bouger. Est-ce que ça t'arrive justement à le différencier dans ton modèle d'IA, toi? Alors actuellement, moi, là, j'apprends des comportements qui sont assez passe-partout, disons, mais bien évidemment, c'est pas l'objectif. L'objectif, en fait, dans un modèle d'IA, tu peux lui donner ce que tu veux en entrée. Et tu vas, par exemple, lui donner à la fois ce que la personne, elle veut dire, donc soit sous forme audio, soit sous forme textuelle. Et tu peux aussi lui rajouter des petites étiquettes. Là, je veux que tu le fasses, mais de façon très expressive. Là, je veux que tu le fasses, mais de façon colérique. Je veux que tu fasses ça, mais de façon... Voilà. Et donc, l'objectif, en fait, c'est d'avoir suffisamment de données, justement, pour arriver à avoir des vidéos de gens qui disent quelque chose, mais de façon très énergique, qui disent quelque chose, mais de façon très cool. Voilà. Donc, ça va être un petit peu là la difficulté de l'IA générative, c'est d'arriver à avoir les données les plus adaptées à notre objectif possible et les plus propres possibles. Et bien évidemment,
comme tu l'as dit tout à l'heure, la quantité, c'est important, mais c'est vrai que voilà, on a un petit peu oublié ces dernières années la qualité par rapport à la quantité. Donc, il faut savoir équilibrer les deux. Et est-ce que toi, ça peut t'arriver aussi des fois de faire justement, d'organiser une vidéo, tu vois, genre, tu sais exactement ce que tu as besoin de récolter comme données, et du coup, je sais pas, tu vas prendre des intervenants, et tu vas leur faire passer une session vidéo. Ouais, alors moi, je le fais pas, mais en D'accord. fait, c'est ce qu'on fait justement au labo. En fait, il y a vraiment donc généralement, c'est beaucoup des étudiants, puisqu'on est sur l'UMINI, puisque les chercheurs, en fait, c'est des enseignants-chercheurs. Et donc, en fait, c'est des étudiants qui s'inscrivent, ou alors dans le cadre d'un cours, qui Ok. vont passer une séance devant la caméra, en train de discuter avec soit un autre étudiant, soit le chercheur. Et donc là, à ce moment-là, on va vraiment le filmer. Il va essayer d'avoir des consignes un peu particulières pour rester dans le champ de la caméra, par exemple. Ouais. Et selon ce dont on a besoin, par exemple, si c'est, je sais pas, si on a besoin, par exemple, d'avoir beaucoup de rire, on va essayer de les mettre dans un contexte où ils doivent se Un peu raconter rigolo. ou des choses comme ça. Donc oui, en fait, ça se fait beaucoup, et c'est même une énorme partie de la recherche, en fait, finalement, c'est constituer ces jeux de données. Et il y a même énormément de conférences, en fait, qui sont destinées juste à présenter les jeux de données qui ont été créés à travers le monde, parce que tout le monde en a besoin, en fait, Oui, et ouais, carrément, ok. on Juste pour essaie. prendre connaissance, en fait, qu'il y a certains jeux de données qui existent. Ok, d'accord. Ouais, Comme c'est ça ça. permet de faire gagner Qu'ils du soient temps. connus pour qu'ils puissent être utilisés par le plus grand nombre de personnes possible. Ok. Et les grosses entreprises, d'ailleurs, donc elles ont beaucoup plus de moyens, forcément, donc elles ont des jeux de données qui sont énormes. Elles les diffusent pas tout le temps, mais il y en a quand même qui sont diffusés. Donc, D'accord. des Trop fois, bien. donc vraiment, moi, en fait, je travaille sur le visage, donc c'est des jeux de données qui sont un peu plus compliqués à avoir, mais il y a des gens qui travaillent sur la génération des mouvements corporels, et là, notamment Meta a libéré un jeu de données de plusieurs centaines d'heures, donc ça, c'est génial quand tu travailles, Ouais. Donc là, c'est toute la partie motricité, hein, tu vas dire. Avec le Comment? corps et tout, c'est la partie motricité, du coup, Ouais, que c'est ça. En fait, moi, je travaille sur donc les expressions faciales, les yeux, la tête. Mais en fait, il y a des gens qui travaillent sur les mains, les bras, les jambes, pour Ok. voir comment la jambe qui bouge les pieds. Ouais. Ah, c'est cool. C'est dommage que Mia, je ne sais pas proposer ça, justement, de participer à tu vois, à une vidéo d'intelligence artificielle. Je pense que ça peut mobiliser pas mal d'étudiants. Ouais. Du coup, Ça Mia, aurait- c'est le master qu'on a fait. C'est Et quoi? le master qu'on a fait, je recontextualise pour ceux qui. Oui, oui, pardon. Miage qui est une Et, école. ouais, Donc, mais c'est surtout dommage, je trouve qu'à la fac et même peut-être en école d'ingé, ça dépend des écoles, qu'on ne nous parle pas en fait de tout ce qui existe dans la recherche. c'est Parce clair. que finalement, moi, je suis partie là parce que je trouvais ça génial de pouvoir faire de l'informatique, de l'IA, et de pouvoir travailler sur des sujets comme ça. Enfin, je trouvais ça assez fou. Ouais, c'est clair. C'est ça, t'as raison. Bon, Euh, c'est la suivante, je pense. ouais, du coup, je voulais juste parler des différents défis en génération de comportement, en fait. Donc, on a bien évidemment déjà parlé de la récolte des données. Donc, c'est difficile à récolter, c'est pas forcément de bonne qualité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'autres défis à relever, notamment prendre en compte la multimodalité des données. Donc en fait, quand je parle de multimodalité, je parle du fait que dans les données que j'ai récoltées, il n'y a pas que, par exemple, l'intonation de la voix qui est importante. Il va falloir que mon modèle il prenne en entrée à la fois des informations temporelles, des informations spatiales, le contenu de ce que la personne est en train de dire, le comportement de la personne qui est en face de lui, tout ça pour qu'il puisse vraiment générer les mouvements qui soient le plus adaptés possible à tout ça. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais vous parler un petit peu de là où j'en suis de mes travaux après, mais voilà, moi, je ne prends pas tout en compte pour le moment, mais l'objectif, ce serait vraiment finalement que le modèle d'IA, à travers l'agent, arrive à capter vraiment tout son environnement pour pouvoir générer, comme nous, en fait, les choses les plus possibles du comportement humain, parce que finalement, je ne me comporte pas pareil si je suis sur Zoom que si je suis en face d'une personne ou devant une audience réelle. Je ne me comporte pas pareil s'il y a énormément de bruit autour de moi ou si c'est très calme. Je ne me comporte pas pareil en fonction de si tu es en train d'hocher la tête ou si tu fronces les sourcils. Voilà. Du coup, ça, c'est plein de choses qu'il va falloir qu'on prenne en compte dans les modèles
pour générer les gestes le plus naturellement et de façon la plus crédible possible. Il y avait plein d'autres trucs ici. Non, juste... Non, mais pas de souci. Je voulais juste... je vais pas parler de tous les points. Je voulais juste parler d'un petit point avant de passer aux perspectives. C'est que c'est un domaine, en fait, contrairement à beaucoup de champs de l'IA, où la subjectivité, en fait, est très élevée. Parce que des personnes différentes font des mouvements très différents. Même une même personne peut faire des mouvements différents, comme je disais, selon l'humeur, selon le contexte, etc. Et donc, en fait, un des gros problèmes dans ce domaine, donc je parle beaucoup des problèmes, mais je vous jure qu'on a fait des avancées, mais un des gros défis dans le domaine, c'est l'évaluation des modèles, en fait, parce que comment on choisit, ok, c'est cette architecture-là que je vais utiliser, cette architecture, je vais la paramétrer de telle ou telle façon, donc finalement, comment je vais choisir mon architecture, comment je vais choisir mes paramètres, ça, normalement, il faut l'évaluer, et en fait, c'est un domaine où l'évaluation, même l'évaluation est très subjective et en fait on se sert d'humain entre guillemets pour évaluer en fait. On peut pas avoir des métriques super précises puisque c'est super dur en fait d'évaluer étant donné qu'il n'y a pas qu'une solution, que quand quelqu'un dit quelque chose il peut faire des mouvements super variés, et en fait on est obligé d'intervenir en fait en tant qu'humain et définir moi je pense que c'est ça en fait c'est ça. On est obligé de générer plein de vidéos différentes. Donc des vidéos qui correspondent à notre modèle 1 d'IA, notre modèle 2, notre modèle 3, et de demander à des gens, donc des centaines de personnes, ok, voilà, qu'est-ce que vous pensez des comportements qui sont exhibés par l'agent, quel est le meilleur modèle, au niveau du naturel, au niveau de la crédibilité, au niveau de la synchronisation. Et ça, voilà, c'est vraiment un point qui est pas commun à tous les champs de l'IA et qui est à la fois super intéressant et des fois un petit peu bloquant parce que du coup, c'est quand même beaucoup de temps pour mettre en place toutes ces évaluations. Surtout qu'en fonction du retour des personnes qui ont évalué, tu vas peut-être toi devoir revoir un peu ton code, même ton modèle d'IA, quoi, au final. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est... Parce qu'en plus, on n'évalue pas tous de la même manière, on perçoit pas tous de la même manière, donc c'est aussi une partie qui est super intéressante, mais qui du coup fait que créer un modèle prend plus de temps qu'un modèle entre guillemets traditionnel. D'accord. Trop bien. C'est vrai. Voilà. Et là, c'était juste pour un petit peu dire où j'en étais. Donc, on a un peu identifié les points essentiels à traiter pendant cette thèse, donc de génération des comportements. Donc, actuellement, c'est un peu prétentieux de dire j'arrive, mais donc on a terminé l'étape de génération des comportements rythmiquement pertinents. Donc quand je parle de rythmiquement pertinent, c'est parce que pour l'instant, on n'utilise que l'audio en entrée. Donc en fait, on arrive à générer des mouvements tels qui sont rythmiquement pertinents avec l'audio. Voilà. Et donc les étapes d'après, ça va être que les comportements ils soient porteurs de sens. Donc selon ce que la personne est en train de dire, je peux dire oui, je peux dire non. Intégrer une dimension socio-affective. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'intonation, que les comportements y soient différents selon l'intonation de la personne. Et bien évidemment, en interaction, donc selon comment tu parles. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Des comportements différents. Mais du coup, si, admettons, pendant ton audio, tu as un blanc qui est voulu, entre guillemets, comment, là, actuellement, il réagirait, toi, ton agent virtuel? Alors là, actuellement, en fait, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, on a un comportement quand on est en train de parler et on a un comportement, donc, entre guillemets, quand on arrête de parler, donc quand on écoute. Donc, c'est la différenciation entre les comportements d'écoute et de parole. Et ça, c'est aussi un sujet. Actuellement, ce qui se fait le plus simplement, c'est de tout simplement essayer d'apprendre un modèle, de ne pas bouger quand la personne est en train d'écouter. Mais bien évidemment, il faut aller au-delà et il faut vraiment arriver, il va vraiment falloir qu'on arrive finalement à distinguer les comportements écoute et parole. Donc ça, c'est aussi un sujet. Si vous voulez aller voir, je pense qu'on peut partager le lien YouTube. J'ai quelques vidéos sur YouTube de là où j'en suis actuellement, donc vous verrez distinctement que pour le moment, effectivement, quand ils arrêtent de parler, ils arrêtent quasiment de bouger. Ah, mais c'est trop bien. Ah, mais j'imagine que ça doit être super compliqué. Et puis même, des fois, tu peux avoir des blancs
mais juste parce que la personne elle est en réflexion, ça veut pas dire qu'elle est forcément à l'écoute, tu vois. Donc ça aussi, je pense qu'il faudra ajouter. Enfin, je vois que c'est quand même pas mal complexe, il y a pas mal de métriques à prendre en compte. Ah oui, il y a de quoi faire des centaines de thèses. Ah, ouais, ça doit être fou. Intéressé. De pouvoir tester, franchement, c'est un truc de malade quand même. Ok. Hop. Et ouais, du coup, pour le lien. Tac. Bon, Hop. après, c'est un peu- Ouais, le lien, tu peux l'envoyer dans le chat directement depuis LinkedIn, Mathis, je pense. Ouais, ok, d'accord, trop bien. Ouais. Je peux passer à la slide suivante, du coup, Alice, c'est bon? Ouais. Bah, la slide Allez. suivante, c'est un petit peu la conclusion, mais c'est vrai que voilà, c'était juste l'objectif de ma thèse, mais l'objectif de plein de chercheurs en général, ça va être un petit peu de remplacer les systèmes de règles qui existent actuellement. Donc pour ça, d'utiliser de l'IA générative et bien évidemment de générer des animations sur les agents virtuels qui vont être crédibles, coordonnées, avec une intention communicative, une dimension socio-affective, donc selon les différentes attitudes sociales, par exemple, qu'on veut faire jouer à l'agent. Et bien évidemment, comme on en a parlé, le faire en interaction, pas seulement le faire dans un monologue de l'agent. Voilà. Donc si vous avez des questions... Bah, Enzo, est-ce que tu as des petites questions en plus qui sont rajoutées? Non, mais juste peut-être en termes d'annexes, après, toi, Alice, tu avais des sujets ça à montrer, à diffuser. Et une petite slide. alors, les annexes, c'était plus... c'était au cas où j'avais une question sur le modèle, mais je pense qu'on va peut-être pas forcément rentrer dans la technique si personne ne pose la question. Et après, c'était à la limite peut-être la dernière page 22. Hop, alors, attends, je vais avancer. Celle-ci, voilà. Donc là, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient justement les évaluations une fois en fait, qu'on a créé notre modèle. Comment on fait justement pour les évaluer. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc ici, on a créé un site web tout simplement sur lequel on voit les petits boutons play, ça va jouer différentes vidéos et on va demander aux gens vraiment est-ce que le comportement de l'agent ressemble à des comportements humains et est-ce que le comportement de l'agent est coordonné avec la parole. Et en fait, les personnes vont devoir noter toutes les vidéos sur une échelle de 0 à 100 ou échelle mauvais, excellent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va évaluer nos modèles et qu'on va choisir les modèles qui sont les plus performants. Et comment on peut y accéder justement à ce site web? Est-ce que c'est toi qui mets à disposition justement, pareil, aux étudiants Alors généralement, quand il y a des phases de test, parce que en fait, on en a besoin que quand on a finalisé une phase de création du modèle. Quand il y a des phases de test, alors soit on diffuse à un public très particulier, à des étudiants particuliers, soit on le partage sur nos réseaux sociaux. Ça dépend un petit peu du public dont on a besoin. Généralement, on a besoin d'âge un peu différent, de sexe différent, selon ce qu'on évalue, de nationalité différente. Moi, mes audios sont en français, donc moi, par exemple, j'ai besoin que de français. à partir international, quoi. Et voilà. Mais oui, après, vous pouvez voir passer des posts LinkedIn si vous voulez évaluer d'ici. Bah oui, carrément. Carrément. Et ouais, du coup, est-ce que tu veux qu'on parle du modèle un peu plus dans le détail? Je sais pas si tu as peut-être des petits points à rajouter. Si vous voulez, je peux vous expliquer un petit peu comment mon modèle fonctionne de façon hyper... On va te challenger sur ça pour le faire comprendre à des personnes qui sont certes de l'informatique, mais qui ne sont pas Non, du mais tout. je pense que les concepts derrière, ils sont pas si compliqués que ça. Après, il faut pas commencer à rentrer dans les équations. Mais... D'accord. Vas-y. Alors. Est-ce que tu avais une slide dédiée pour ça C'est là l'architecture? Non? Ouais, oui, c'est ça. Bon, alors après, j'ai pas forcément mis à jour les étiquettes, donc faites un peu abstraction du F-speech, etc. Mais juste, en fait, donc mon modèle, ça va être deux réseaux différents. Un réseau que je vais appeler le générateur, donc comme son nom l'indique, qui est là pour générer les données, et un réseau qui s'appelle le discriminateur. Et donc, en fait, c'est ces deux réseaux qui vont permettre au générateur de s'améliorer et d'avoir des bonnes performances. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le générateur, il va essayer, donc je vais lui donner mon audio en entrée, et il va essayer de générer mes comportements, donc de générer des coordonnées 3D.
D'accord. Donc, les 3D de la tête, par exemple. Donc ça, le générateur, il va essayer de faire ça. Et le discriminateur, en fait, il va prendre en entrée à la fois ce que génère le générateur, donc des coordonnées 3D de la tête du générateur, et à la fois des vraies coordonnées 3D. Et lui, il va essayer de dire laquelle est la vraie, laquelle est la fausse. D'accord. En fait, l'objectif du discriminateur, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et l'objectif du générateur, c'est de tromper le discriminateur en essayant de se rapprocher le plus possible de ce qui est vrai. D'accord, ok. Et donc, bien évidemment, il y a plein de petits autres paramètres à ajuster, puisque, comme je vous le disais, les comportements, ils sont pas... Si on s'arrêtait là, ce serait toujours les mêmes comportements, puisque ça, ce serait toujours exactement les vrais comportements. Donc, on rajoute un petit peu d'aléatoire, en fait, dans l'apprentissage. Mais en fait, le réseau, il fonctionne comme ça. Et donc, il y a plein de façons différentes, bien évidemment, de faire des architectures, mais moi, c'est sur celle-là que je me base. Ça s'appelle un GAN, c'est notamment beaucoup utilisé en deepfake, puisqu'en fait, dans les IA génératives, on donne une entrée, on donne une sortie, mais en fait, on peut donner un peu ce qu'on veut en entrée et on peut lui dire de créer un peu ce qu'on veut en sortie. Et c'est assez génial en IA, en fait, c'est qu'on peut utiliser plein d'architectures pour plein d'applications différentes. Ok, trop bien. Et justement, ça, tu le codes avec certains langages, un langage spécifique à l'IA, ou c'est, je sais pas, avec du Python, typiquement? Ouais, on utilise du Python, mais on rajoute des librairies spécifiques à l'IA. Donc, par exemple, moi, j'utilise PyTorch, mais il y a TensorFlow, il y en a plein de différentes. Et après, soit on utilise même des briques de modèles qui existent déjà, soit on code, parce qu'en fait, comme je vous le disais, les modèles donc, de deep learning, ça s'apparente au cerveau humain. Donc, vraiment, on a dans notre code ce qui s'apparente à des neurones, ce qui s'apparente à des couches neuronales. Et ça, en fait, on peut les mettre les unes à la suite des autres. On peut prendre un bloc d'architecture neuronale qui existe déjà. Voilà. C'est des... D'accord. Et donc, chaque partie qui s'apparente à un neurone, en fait, a un poids. Et c'est ça qui va se mettre à jour pendant l'apprentissage, en fait. Tous les poids de chaque neurone qui constitue notre modèle vont avoir une certaine valeur et vont se mettre à jour pendant l'apprentissage. Et c'est comme ça que le modèle il va être plus ou moins performant à la fin. Ok, d'accord. Donc, très, très globalement, hein. Non, mais du coup, toi, tu dois prendre connaissance aussi donc, des briques existantes sur les différents modèles, les différentes librairies aussi, tu dois les connaître. Toujours t'informer aussi des nouvelles librairies qui doivent sortir, j'imagine. Donc, tu dois avoir les librairies, globalement, il n'y en a pas 70 000. Enfin, les librairies de développement, il y a PyTorch. Enfin, c'est un peu comme Python, quoi. C'est un langage qui est assez... voilà, c'est en place et c'est plutôt ce langage qui évolue au fil du temps. Ok, d'accord. Mais oui, par contre, pour les architectures, il y en a énormément qui sortent. Surtout en IA générative, c'est vraiment le... C'est le sujet, quoi. Voilà, le sujet tendance qui fait qu'il y a énormément de modèles qui sortent, il y a énormément de gens qui arrivent à avoir des choses plus performantes de semaine en semaine. Donc, effectivement, se tenir au courant de ce que les gens font, voir si c'est mieux, voir si ça peut s'adapter à ce que nous, on est en train de faire. Sans quand même perdre son cap, puisque il ne faut pas non plus juste faire ce que les autres font, sinon... Oui, faire du copier-coller, quoi. Oui, sinon c'est moins... c'est moins fun, quoi. Ok, bah, écoute, trop bien. Enzo, est-ce que tu sais si on a des questions? Oui, alors des questions que je ne peux pas afficher, donc des questions que je ne peux pas afficher, mais il y a Johan qui demandait est-ce que dans l'apprentissage du modèle, vous tentez de lui apprendre à reconnaître également des comportements chez les interlocuteurs? Donc, je présume d'interpréter directement la réaction directe de la personne à qui l'IA parle, de ce que je comprends. Ouais, alors en entrée des modèles, en fait, pour l'instant, j'en suis au stade où je vais prendre que ce que je veux, donc ce que l'agent est en train de dire. Mais effectivement, en entrée des modèles, l'objectif et donc ce qu'on peut faire, c'est de capter les comportements ou ce que de l'interlocuteur ou ce qu'est en train de dire l'interlocuteur, et ça, le mettre aussi en entrée de mon modèle pour justement pouvoir adapter les comportements de l'agent à l'interlocuteur. Donc, soit on fait ça directement, soit on prend d'autres modèles, d'autres recherches qui permettent justement de prendre les comportements de l'interlocuteur et d'en déduire les sentiments, d'en déduire
plein de choses. Il y a vraiment plein de possibilités, mais donc oui, bien évidemment, on peut le faire et c'est l'objectif. Mais voilà, après, donc on rentre dans ce qu'on appelle la multimodalité. Et plus on rajoute de modalités, plus le modèle va être complexe, plus l'apprentissage va être long. Donc c'est pour ça qu'on procède un petit peu quand même étape par étape. Nickel. Et après, il y avait une question de Samuel, mais tu avais déjà répondu comment tu construis du coup ton dataset. Donc ça, on a parlé comment tu récupères les images, enfin les vidéos, pardon. Il a posé une question intéressante, donc je présume, qui demandait à quoi ressemble ta matrice de confusion et comment évalues-tu le taux de réussite? La matrice de confusion, j'en ai pas, puisque comme je disais, donc ça c'est un peu lié à la deuxième question, le taux de réussite avec des métriques, c'est quasiment, je vais pas dire impossible à évaluer. En fait, avec des métriques, on arrive à évaluer si c'est très mauvais, mais on n'arrive pas à évaluer si c'est bon. En fait, on arrive à déterminer, finalement, en fait, je vais générer, donc je prends l'exemple des mouvements de tête. Je vais générer plein de mouvements de tête pendant, je sais pas, 10 secondes. Donc, ça va finalement me créer une courbe de coordonnées pour mes mouvements de tête. Donc là, je vais pouvoir voir si la courbe que j'ai générée avec mon modèle, elle se rapproche de la véritable courbe des comportements humains. Donc voilà, donc je vais pouvoir voir finalement si ma courbe, elle est proche de la réalité, si elle est crédible, si elle est possible, mais je vais pas pouvoir voir si c'est vraiment ce modèle, si ce modèle réussit, puisqu'il y a plein de possibilités différentes et c'est là que rentrent les évaluations subjectives en jeu. Donc quand je dis évaluation subjective, c'est les évaluations que vont faire des évaluateurs humains. Et ça, en fait, on est obligé de passer par là pour évaluer le taux de réussite. Donc, à part le tester, malheureusement, on est quasiment obligé de le tester. Donc, il y a quelques métriques. Donc, par exemple, ça va être regarder la vitesse des mouvements générés. Si j'ai une vitesse qui ne s'approche pas du tout de la vitesse humaine, je sais que mon modèle, il ne sera pas bon. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais encore une fois, ce n'est pas des métriques assez précises pour s'arrêter là. Super. Et on avait... après, voilà, on a répondu aux différentes questions. Je sais pas s'il y en a quelques-unes. Une dernière question, peut-être, Mathis, si tu veux rebondir sur un dernier sujet avant de terminer. Non, mais il y en a une autre, c'est est-ce que tu as des livres à recommander, justement? Ah oui, bien vu. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que moi, je lis plutôt des articles. Donc, en fait, ce qui est... Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un livre sur... c'est un regroupement de chercheurs, en fait, qui ont écrit un livre sur les agents virtuels, sur plein d'aspects des agents virtuels. Donc, par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la voix, sur l'apparence, sur les mouvements. Donc, c'est des livres qui ont été écrits il y a 1 ou 2 ans, donc qui sont quasiment d'actualité, mais en sachant que ça avance assez vite. Peut-être qu'on peut partager le nom plus tard. Je peux pas Je crois que c'est The Handbook of Virtual Agents, mais je suis pas sûre. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que voilà, c'est beaucoup en anglais. Mais après, ce que je peux conseiller, s'il y a des gens qui s'intéressent au sujet, je sais que quand on n'est pas dans le domaine de la recherche, ça fait un petit peu peur. C'est ce qui s'est passé au début de ma thèse. Mais en fait, sur Google Scholar, c'est vraiment rempli de ressources quand on a les bons mots-clés. C'est là où justement tu vas pouvoir lire tous tes articles. Ouais, en fait, c'est là que sont tous. Donc, il n'y a pas forcément que des articles scientifiques, mais tous les articles scientifiques seront présents sur Google Scholar. Mais on peut aussi trouver des chapitres entiers de livres, etc. Et je pense que je pense qu'on pourra partager quelque part le lien de ce livre qui est vraiment super complet sur les agents virtuels, même si malheureusement 1 ou 2 ans, il commence à dater un peu. Mais ça permet de suivre peut-être 1 ou 2 personnes et de regarder ce qu'ils font derrière. Même avoir les bases, quoi. Comment ? Pour même avoir les bases, au final, tu vois, genre même s'il est un petit peu daté au bout de 2 ans, au moins tu peux... Oui, là, je pense que c'est même plus que les bases. Mais bon, ce qui est bien, c'est que, étant donné que c'est un regroupement de chercheurs, je pense qu'à chaque fois, dans le chapitre, il y a des introductions qui sont super abordables. Et puis ensuite, si on veut aller dans le détail, on continue, quoi. D'accord, ok, top. Top. Je crois qu'on a fait le tour des questions, effectivement. Ouais, je pense qu'on a fait le tour et on est pile poil dans le temps. Enfin, les temps, pardon.
Et ce qui est super, c'est que pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer en totalité au live ou qui voudront revoir toute la présentation d'Alice, on aura un beau replay disponible dès demain. Et je pense qu'on est tout bon. Ben, écoute, en tout cas, je pense qu'il reste plus qu'à remercier tout le monde. Merci on était nombreux tout au long du live, on était en moyenne 50, donc c'est super. Merci de votre intérêt, de votre présence. Merci surtout à Alice pour la présentation de qualité. C'était super, très, très intéressant en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Mais c'est grand plaisir. Merci Mathis encore pour la mise en relation. Et Alice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut te souhaiter beaucoup de réussite dans ta thèse, surtout. Ouais, surtout. Bon, bah, écoute, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux et à la suivre aussi sur YouTube, du coup, parce que de ce que je comprends, tu communiques pas mal dessus. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre ton entreprise qui est justement le sponsor de ta thèse. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Merci de votre présence. Très, très bonne fin de soirée. Merci. Et je vous dis à bientôt. Merci Alice, merci Mathis. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.